Ce contenu est une œuvre originale, entièrement produite par notre équipe. Il peut inclure l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de création. Notre objectif est de vous offrir des histoires immersives avec le plus haut niveau de réalisme possible. Merci de faire partie de cette expérience avec nous. Le nouveau professeur d'histoire de l'art était un problème. Daphine Beaumont s'en rendit compte à l'instant même où il franchit la porte. Non pas la porte du fond, comme le faisaient les professeurs normaux, traînant leur dossier et s'excusant de leur retard. Non. Il entra par la porte principale, sans dossier, sans carnet, sans un seul papier à la main, comme si la salle entière lui appartenait et que tous les présents n'occupaient l'espace que par sa bienveillance. Il était grand. Agaçamment grand. Des cheveux châtains avec ce type de désordre calculé qui prenait plus de temps à obtenir qu'une véritable coiffure. Une mâchoire qui semblait avoir été dessinée par quelqu'un du département de sculpture. Et des yeux verts, verts comme l'absinthe, comme un joli poison, qui balayèrent la salle entière en 3 secondes, avant de s'arrêter, l'espace d'une fraction d'instant, sur elle. Daphine sentit le regard, rapide, chirurgical. Et puis, il détourna les yeux, comme si elle n'était qu'une étudiante parmi une mer de visages. « Bonjour », dit-il, et même sa voix était un problème. Grave, maîtrisé, avec une cadence qui suggérait que chaque mot était choisi avant d'être prononcé. « Je m'appelle Philippe Laurent. Je suis le professeur invité d'histoire de l'art pour le semestre de printemps. Spécialité Renaissance italienne et baroque français. » Margot Lefebvre, assise à côté de Daphine, laissa tomber son crayon. « Mon Dieu !» souffla-t-elle sans remuer les lèvres. « C'est un prof ou il sort de la couverture d'un magazine ? Chut ! Daphine, regarde-moi cette mâchoire. C'est pas de la génétique, c'est de l'ingénierie. » Margot, Philippe Laurent, ou plutôt l'homme qui se présentait sous le nom de Philippe Laurent, marcha jusqu'au bureau du professeur et s'assit sur le rebord. Pas derrière, sur le rebord. Comme si les chaises étaient faites pour les gens qui avaient besoin d'un appui. « Je vais être direct, » dit-il en croisant les bras. « Je ne crois pas aux cours magistraux de 3 heures où vous faites semblant de prendre des notes en répondant à vos messages. Je crois au dialogue. Je crois que l'art ne s'étudie pas, il se confronte. Donc ce semestre fonctionnera ainsi. Je provoque, vous répondez. Si vous n'avez rien à dire, n'inventez pas. Un silence honnête vaut mieux qu'une opinion récitée. Silence dans la salle. » Daphine leva la main. Philippe la regarda. Cette fois, ce ne fut pas rapide. Cette fois, il soutint son regard. 1 seconde, 2, et il y avait quelque chose là-dedans qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. De la curiosité, de la reconnaissance. Impossible. Il ne s'était jamais vu. « Oui, mademoiselle ?» Beaumont. Daphine Beaumont. Il ne réagit pas au nom. Aucun muscle ne bougea. Aucune ombre ne traversa les yeux verts. Mais dans la poitrine de Philippe Dumont, car tel était son véritable nom, et Laurent n'était qu'un masque aussi soigneusement construit qu'une fresque de Giotto, quelque chose se contracta. Alors c'est elle. Des cheveux roux. Pas le roux artificiel, teint, que l'on voyait dans les rues de Paris. Du vrai roux, cuivre et ambre, et une touche de bronze que la lumière de l'atelier transformait en feu. Des yeux noisettes clairs, presque dorés. Une peau claire parsemée de taches de rousseur légère qui traversèrent son nez comme une constellation désordonnée. 20 ans, et le genre de beauté qui ne demandait pas la permission. Elle était, tout simplement. Philippe avait vu des photos d'elle. Des photos de surveillance, granuleuses, prises de loin. Aucune ne l'avait préparée à cela. Professionnelle, se rappela-t-il. C'est un travail. Elle est un travail. « Mademoiselle Beaumont, » dit-il avec une neutralité impeccable. « Votre question. Vous avez dit que l'art se confronte. Mais la Renaissance italienne a été en grande partie financée par des familles comme les Médicis, des tyrans, des banquiers, des manipulateurs. L'art qu'ils ont patronné est une confrontation avec quoi exactement? Avec la beauté ou avec le pouvoir qu'il a acheté? » La salle se tut. Margot écarquilla les yeux. Philippe inclina la tête. D'1 millimètre. Le genre de geste que les hommes comme lui faisaient quand quelque chose les surprenait véritablement.
Avec les deux, répondit-il, et avec votre incapacité à séparer l'un de l'autre. C'est justement cette tension qui rend l'art de la Renaissance si dangereux. Il prononça dangereux comme si le mot avait un autre sens, comme s'il parlait de toute autre chose. Daphine fronça les sourcils. L'art n'est pas dangereux. Mademoiselle Beaumont, tout ce qui change la façon dont quelqu'un voit le monde est dangereux. Il esquissa un demi-sourire. Bref, maîtrisé, dévastateur. Mais j'imagine que vous le savez déjà. Sous la table, Margot enfonça son doigt dans la cuisse de Daphine avec la force de quelqu'un transmettant un message en morse. « Il te drague ». Daphine l'ignora. Le reste du cours fut un désastre. Non pas parce que Philippe était mauvais, au contraire, il était agaçamment bon. Il en savait plus sur le Caravage que n'importe quel professeur invité n'en avait le droit. Il parlait du clair-obscur comme s'il avait inventé la technique. Et il avait cette habitude infernale de poser des questions qui paraissaient simples, mais qui révélaient tout ce que l'étudiant ignorait. Quand le cours se termina, Daphine était furieuse, fascinée et confuse dans cet ordre. « Je ne l'aime pas », déclara-t-elle en marchant avec Margot dans le couloir du campus. « Tu as répondu à 6 de ces 8 questions. Parce qu'elles étaient fausses. Elles étaient justes. Tu voulais juste qu'elles soient fausses. Il est arrogant. Il est brillant. C'est la même chose. » Margot fit teinter ses boucles d'oreilles artisanales, une cascade de petites lunes argentées qu'elle avait achetées sur un marché à Montmartre, et regarda son ami avec l'expression de quelqu'un qui savait exactement ce qui se passait. « Tu as les joues rouges, Daphine. »« Je suis en colère. » Bien sûr. Tandis que Daphine Beaumont traversait le campus convaincue qu'elle détestait son nouveau professeur, Philippe Dumont était enfermé dans le bureau que la faculté lui avait attribué, un cagibi exigu au 3e étage, avec une fenêtre donnant sur la cour intérieure, et passait un appel. « Confirmé », dit-il à voix basse. « Je suis en place. » À l'autre bout du fil, Armand Beaumont laissa échapper un souffle qui portait le poids de semaines de tension. Elle s'est doutée de quelque chose. De rien. Elle me déteste. Mais elle ne se doute de rien. Elle te déteste déjà. Armand faillit rire. Elle est rapide, ma fille. Elle a remis en question tout mon cours, contesté ma thèse sur les Médicis, et m'a regardé comme si j'étais un insecte particulièrement agaçant. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Armand ne rit pas cette fois. Quand il parla, sa voix était autre. La voix de l'homme qui contrôlait les ports. « Philippe, Bastien Corsini a envoyé du monde à Paris. Mon contact au Vieux-Port a confirmé. 2 hommes la semaine dernière, 3 autres hier. Ce n'est pas de la reconnaissance, c'est de la préparation. » Philippe s'adossa à sa chaise. Le cagibi sentait le vieux papier et le café froid. Par la fenêtre, il apercevait la cour où Daphine, à cet instant précis, était assise sur un banc de pierre à dessiner quelque chose dans un carnet, ses cheveux roux détachés sur les épaules, parfaitement inconsciente du fait que le monde autour d'elle était en guerre. Qu'est-ce qu'on sait de leurs mouvements? Peu de choses. Gauthier a intercepté une communication chiffrée entre Bastien et quelqu'un dans mon cercle. Il y a un traître, Philippe. Quelqu'un de proche alimente les Corsini. Liste de suspects? Trop courte pour être utile, trop longue pour être confortable. Philippe regarda Daphine dans la cour. Elle riait de quelque chose que Margot avait dit, un rire qu'il entendit même à travers la vitre fermée, fort, sans retenue, le genre de rire de quelqu'un qui ne sait pas qu'il devrait avoir peur. « Elle ne doit rien savoir », dit Armand, comme s'il lisait dans les pensées. « Sur les Corsini, sur l'accord entre nos familles, sur rien. Ma fille vit dans un monde où le plus grand danger est une toile qui ne sèche pas à temps. Je veux que ça continue. Je comprends. L'accord est simple, Philippe. Tu la protèges. Une fois la menace Corsini neutralisée, nous parlerons de l'avenir, de l'alliance entre les familles, du mariage. » Le mot resta suspendu sur la ligne comme de la fumée. Mariage. Un accord entre les Beaumont et les Dumont qui existait depuis des mois entre les lignes de dîners officiels et de conversations à huis clos. Philippe avait accepté par stratégie. L'alliance avec Armand renforçait sa position contre les Corsini.
Armand l'avait proposé par protection. Philippe était le seul homme possédant les ressources et la réputation nécessaires pour mettre sa fille à l'abri. Aucun des deux n'avait demandé l'avis de Daphine. « Elle finira par savoir », dit Philippe. « Finir par savoir, ce n'est pas maintenant. Et quand elle découvrira que son professeur c'était moi, que l'homme qui lui faisait cours sur le Caravage était là pour la surveiller ?» Silence. « Chaque chose en son temps, » dit Armand. « D'abord, garde-la en vie. On gérera la fureur après. » Philippe raccrocha. Il regarda de nouveau la cour. Daphine avait cessé de rire. Elle était concentrée sur son dessin maintenant, le crayon se déplaçant avec une précision qu'il reconnaissait, la même précision qu'il utilisait pour démanteler un problème, étape par étape, jusqu'à en trouver le cœur. Sauf qu'elle le faisait avec des lignes et des ombres, et lui avec des informations et des menaces. « Elle est talentueuse », pensa-t-il, et il s'irrita de sa propre pensée. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Texte court. « Le nouveau professeur a de beaux yeux, n'est-ce pas ?» Philippe sentit son sang se glacer. Il savait déjà. Les Corsini savaient déjà qu'il était là. Il regarda la cour encore une fois. Daphine rangeait son carnet dans son sac, jetait la bandoulière sur son épaule et marchait vers la sortie du campus, avec l'insouciance absolue de quelqu'un qui ne savait pas qu'elle était observée par au moins 3 paires d'yeux. Les siennes, qui ne voyaient rien d'autre que le chemin vers la maison. Celle de Philippe, qui n'arrivait pas à se détacher d'elle, et une 3e paire, quelque part entre les arbres du boulevard, qui n'était pas là pour admirer. Philippe prit son téléphone et composa un numéro. « Gauthier, j'ai besoin de 2 hommes sur le périmètre de l'école des Beaux-Arts. Discret, dès maintenant. Des ennuis. Les Corsini savent que je suis ici. Merde, déjà. Et Gauthier? Oui? Trouve qui a parlé. » Il raccrocha, se leva de sa chaise et sortit du bureau. Dans le couloir, il faillit percuter une jeune femme brune aux boucles d'oreilles en forme de lunes argentées qui le dévisagea avec un mélange de curiosité et de méfiance presque comique. « Pardon, monsieur Laurent, » dit Margot sans le quitter des yeux. « Pas de problème, » répondit Philippe, avec le sourire de professeur qu'il avait répété devant le miroir. Margot ne lui rendit pas son sourire. Elle resta plantée dans le couloir, le regardant s'éloigner, et murmura pour elle-même. Il y a quelque chose qui cloche chez cet homme. Et pour la première fois depuis que Philippe Dumont avait mis les pieds dans cette faculté, quelqu'un avait absolument raison. Le café de Flore, à Saint-Germain-des-Prés, était l'endroit où Daphine réfléchissait le mieux. Non pas pour le café, qui était bon, mais surestimé, mais pour la lumière. La lumière du Flore en fin d'après-midi entrait par les grandes fenêtres avec une qualité dorée et lente qui donnait à tout l'apparence d'un tableau de Vermeer. Elle y était à 16 heures, comme toujours. Carnet ouvert, café crème devant elle, essayant d'esquisser le visage du nouveau professeur et s'irritant du résultat. Le problème était le suivant. Philippe Laurent avait un visage qui résistait au crayon. Il semblait simple. Des lignes fortes, des angles définis. Mais chaque fois qu'elle tentait de saisir l'expression, quelque chose lui échappait. Il y avait des couches. Le sourire disait une chose, les yeux en disaient une autre, et l'espace entre les deux était un mystère qu'aucun trait ne parvenait à combler. « Tu dessines le prof ?» dit Margot en s'asseyant face à elle avec un éclair au pistache. « Je m'entraîne au portrait. Il a une structure faciale intéressante. » Daphine. C'est académique. Tu as ombré ses yeux 3 fois. Daphine referma le carnet. Il y a quelque chose d'étrange chez lui, Margot. Tu veux dire en dehors du fait qu'il est absurdement beau et qu'il en sait plus sur l'art baroque que toute personne raisonnable? Oui, en dehors de ça, il regarde trop. Toi? Tout. Il observe la salle comme s'il mémorisait la position de chaque personne. Quand Corentin a fait tomber son sac, il s'est retourné avant le bruit. Avant, Margot. Qui réagit avant le son? Margot mâcha pensivement son éclair. Peut-être qu'il a de bons réflexes. Personne n'a des réflexes aussi bons. Et il sent quoi? Pardon? Quand tu l'as bousculé à la sortie.
Il sent quoi? Je n'ai pas... Daphine s'interrompit, rougit. Le rouge monta sur ses joues parsemées de taches de rousseur comme de l'encre se répandant dans l'eau. Le cèdre. Et quelque chose d'agrume. De la bergamote peut-être. Margot sourit. Académique. Je te déteste. De l'autre côté de la vitrine du café de Flore, dans une voiture sombre garée au coin de la rue de Rennes, un homme au visage anguleux et aux yeux gris prit une photo du café avec un téléphone jetable. L'homme s'appelait Sébastien Morel. Il travaillait pour Bastien Corsini depuis 4 ans. Et la photo qu'il venait de prendre n'était pas celle du café. C'était celle de la fille rousse à la table de la fenêtre. Il envoya la photo par message, accompagnée d'un seul mot, confirmé. Ce soir-là, dans l'appartement des Beaumont au Marais, Daphine dîna en famille comme tous les mardis. Colette, sa mère, avait préparé un coq au vin avec des pommes de terre rôties aux herbes de Provence, thym, romarin, une pointe de lavande, et l'appartement tout entier embaumait le réconfort. « Comment s'est passée la fac, ma petite ?» demanda Colette en servant le vin. « Il y a un nouveau prof, histoire de l'art. »« Bien. » Arrogant. Rémi, de l'autre côté de la table, haussa un sourcil. « Arrogant comment ? Comme quelqu'un qui croit tout savoir sur l'art mais qui n'est manifestement pas artiste. Il parle du Caravage comme si c'était un stratège militaire, pas un peintre. » Rémi et Colette échangèrent un regard qui dura moins d'1 seconde. Imperceptible, rodé, parce que Rémi savait. Rémi savait qui était Philippe Dumont. Il savait pour l'accord. Il savait que le professeur Laurent était l'homme que son père avait choisi pour protéger Daphine, et, à terme, pour l'épouser. Rémi savait tout, et le poids de ce secret s'asseyait à table avec lui chaque soir, tel un convive invisible. Peut-être qu'il a une perspective différente, dit Rémi prudemment. Les professeurs invités apportent souvent d'autres angles. Son angle, c'est que la beauté et le pouvoir sont inséparables, que toute grande œuvre d'art naît d'une forme de contrôle. Et tu n'es pas d'accord? Je crois que l'art naît de la liberté, du chaos, de tout ce que le contrôle essaie d'étouffer. Colette sourit. Le genre de sourire qu'ont les mères quand elles voient leurs enfants être exactement ce qu'elles les ont élevés à être. Brillants, têtus et complètement démunis face à ce qui allait venir. « Mange ton coq au vin, ma chérie, » dit Colette. « Demain, tu détruiras le professeur à nouveau. » Daphine rit, fort, sans retenue. Et de l'autre côté de Paris, dans un appartement sombre à Saint-Germain donnant sur les toits et la Seine, Philippe Dumont se tenait debout à la fenêtre, torse nu, un verre de Côte-du-Rhône à la main, relisant pour la 3e fois le message des Corsini. Le nouveau professeur a de beaux yeux, n'est-ce pas? Il savait déjà. Ce qui signifiait que le traître dans le cercle d'Armand était quelqu'un ayant eu accès au plan depuis le début. Quelqu'un de l'intérieur. Philippe but son vin. Pensa à la fille de l'atelier, aux cheveux cuivrés, à la question sur les Médicis, à la manière dont elle le regardait avec ce mélange d'irritation et de curiosité qui était presque... Non. Règle numéro 3. La plus importante. Il posa le verre sur la table, prit son téléphone et ouvrit le dossier que Gauthier lui avait envoyé. Photo de surveillance. Rapport. La carte des mouvements des Corsini à Paris au cours des 2 dernières semaines. Demain, il donnerait son 2e cours. Il parlerait d'Artemisia Gentileschi, la peintre qui transforma la violence en art, le traumatisme en puissance, et regarda les hommes qui avaient tenté de la détruire avec la fureur sereine de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle valait. Philippe soupçonnait que Daphine allait adorer Artemisia, et cela, il se l'avoua dans le silence de l'appartement. C'était le début d'un problème bien plus grand que les Corsini. Le 2e cours de M. Laurent commença par une provocation. Il projeta au mur Judith, décapitant Holoferne d'Artemisia Gentileschi, le sang noir coulant entre les draps blancs, les bras tendus de Judith, son visage serein comme celui d'une femme qui range sa cuisine après le dîner, et ne dit qu'un mot, réaction. Silence. 23 étudiants fixaient l'image avec des degrés variés d'inconfort. Corentin Vasseur, au dernier rang, devint légèrement vert.
Margot pencha la tête comme un chat devant un poisson. Et Daphine, parce qu'elle ne savait pas se taire quand l'art parlait, ouvrit la bouche. C'est de la rage, transformée en contrôle. Elle ne peint pas la violence. Elle peint le droit à la violence. Philippe se retourna vers elle, lentement, et la regarda avec cette intensité particulière qu'il réservait, semblait-il, exclusivement à elle, comme si chaque mot qu'elle prononçait était un mécanisme qu'il démontait, pièce par pièce. Développé. Artemisia a été violée par Agostino Tassi, son mentor. Au procès, ce n'est pas lui qu'on a torturé pour vérifier la vérité. C'est elle. On lui a broyé les doigts, avec des cordes. Les doigts d'une peintre, monsieur Laurent. Et après ça, après tout ça, elle a peint ceci. Daphine pointa l'image projetée. Ce n'est pas de l'art. C'est un verdict. C'est ce qu'une femme fait quand le monde refuse de lui rendre justice. Elle l'a peint. Le silence dans la salle était devenu une chose physique. Margot avait cessé de respirer. Corentin fixait ses chaussures comme si elles contenaient les réponses de l'univers. Philippe ne bougea pas pendant 4 secondes. Puis, il hocha la tête, une seule fois, avec une gravité qui n'appartenait pas à un professeur discutant d'un tableau vieux de 4 siècles. « Mademoiselle Beaumont, c'est la meilleure analyse que j'ai entendue en 10 ans. Pas de demi-sourire. Pas d'ironie. Il le pensait. » Daphine sentit la chaleur monter à ses joues, traverser son cou, atteindre la racine de ses cheveux, et elle détesta chaque degré de cette montée avec la passion d'une femme qui refusait d'être impressionnée par un homme qui portait des chemises trop bien repassées. « Merci », dit-elle sèchement, comme si le compliment l'avait offensée. Philippe esquissa enfin le sourire. Le vrai, celui qui creusait une ombre dans sa joue gauche et rendait ses yeux verts presque translucides. Margot, sous la table, écrivit sur le coin de son carnet « Tu es foutu » et le poussa vers Daphine. Daphine lut, rougit davantage et dessina un doigt d'honneur minuscule en marge. Après le cours, la chose arriva sans préméditation. Daphine marchait vers les toilettes. Philippe sortait de son bureau. Le couloir du 3e étage de l'école des Beaux-Arts était étroit. Le genre de couloir construit au XVIIIe siècle, quand les architectes n'imaginaient pas que 2 personnes pourraient avoir besoin de s'y croiser sans que leurs épaules se frôlent. Ils se retrouvèrent à 50 centimètres l'un de l'autre. Le couloir sentait le vieux bois et la térébenthine. Philippe sentait le cèdre et la bergamote. Daphine sentait la peinture à l'huile et quelque chose de floral. Du jasmin peut-être. Et Philippe se surprit à cataloguer cette information comme s'il en aurait besoin plus tard. Monsieur Laurent, Mademoiselle Beaumont, un temps. Vous venez contester un autre siècle d'histoire de l'art. Je venais vous dire que votre analyse des Médicis, hier, manquait de nuances. Vous avez présenté le mécénat comme un outil de contrôle pur, mais c'est réducteur. Laurent de Médicis écrivait de la poésie. Pas de la bonne poésie, certes, mais il y avait une sensibilité authentique derrière le calcul politique. Philippe s'adossa au mur, croisa les bras, la regarda avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, entre l'amusement et quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « Ah, et votre analyse a vous débordé de nuances, je suppose. Au moins, j'en avais une. » Il rit, court, surpris, comme si son propre rire l'avait pris au dépourvu. Ce n'était pas le rire calculé qu'il utilisait en réunion avec les associés de Marseille ou dans les dîners avec les vieilles familles corses. C'était un son honnête, presque involontaire, et il le détesta immédiatement pour cette raison. « Vous avez du talent, Daphine. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Sans le mademoiselle, sans la distance institutionnelle. 3 syllabes, Daphine, prononcées avec sa voix grave, et quelque chose dans l'estomac de Daphine fit un mouvement que la physique et la biologie réunies ne pouvaient pas expliquer. « Merci », dit-elle, et elle tourna les talons avant que ses joues ne la trahissent davantage. Philippe la regarda s'éloigner, les cheveux roux, la démarche de quelqu'un qui marche comme s'il savait exactement où il allait, même quand ce n'était pas le cas. L'odeur de jasmin qui restait dans l'air du couloir comme un fantôme obstiné. Règle numéro 3, pensa-t-il. Mais la pensée arriva une seconde trop tard, après le rire, après le prénom,
après l'odeur de jasmin. Et il sut, avec la précision froide d'un homme habitué à évaluer les risques, que cette seconde de retard allait lui coûter cher. Dans la voiture garée rue de Rennes, Sébastien Morel photographia leur échange à travers la vitre du couloir. 2 silhouettes. Proches. Beaucoup trop proches pour un professeur et son étudiante. La lumière de fin d'après-midi dessinait leurs contours avec la précision d'un clair-obscur, justement le sujet du cours. Son téléphone sonna. Numéro masqué. Marseille. Rapport, dit la voix de Bastien Corsini. Corsini parlait toujours comme s'il dictait un télégramme. Phrase courte, consonne sèche. L'accent marseillais qu'il avait passé des années à gommer et qui revenait uniquement quand il était en colère. Dumont joue au professeur. Il la surveille de près, très près. Sentiment? Trop tôt pour dire. Mais il la regarde comme on regarde quelque chose qu'on a peur de casser. Silence sur la ligne. Corsini réfléchissait. On entendait le bruit du vieux port derrière lui, les mouettes, les moteurs des bateaux, le brouhaha du marché aux poissons du panier. Elle est la faille, dit enfin Corsini. Si on veut atteindre Dumont, on passe par la fille. Et si Beaumont croit sa fille menacée, il perdra sa lucidité. Un patriarche sans lucidité est un patriarche mort. Vous voulez qu'on la prenne? Pas encore. Un enlèvement mal préparé nous mettrait la DGSI sur le dos. Non. Pour l'instant, on observe. On cartographie sa routine, ses horaires, ses habitudes, le café où elle va chaque après-midi, l'amie brune avec les boucles d'oreilles, tout. Et le traître, il veut plus d'argent. Donne-lui ce qu'il demande. Il nous faudra encore 2 semaines de renseignements avant de bouger. Sébastien raccrocha. Regarda la photo sur son écran. Daphine dans le couloir, le visage à moitié tourné, un sourire involontaire au coin des lèvres, les taches de rousseur visibles même sur la photo granulée du téléphone. Il envoya l'image à Corsini avec une légende. Le professeur perd sa concentration. Le jardin du Luxembourg brillait sous la pluie fine du soir quand Daphine et Margot traversèrent les allées de gravier entre les statues blanches et les chaises métalliques vertes. « Il t'a appelé Daphine », dit Margot pour la 4e fois. « C'est mon prénom. C'est ce que font les gens. Ils utilisent les prénoms. Les professeurs utilisent mademoiselle. Lui, il a dit Daphine, avec sa voix de violoncelle, en te regardant droit dans les yeux. Tu exagères. Tu as senti tes genoux? Mes genoux vont très bien. Daphine, tes genoux tremblaient. Je les ai vus. Tes propres genoux t'ont trahi. Daphine s'arrêta devant la fontaine Médicis, le bassin rectangulaire entouré de platanes où l'eau sombre reflétait le ciel gris. Elle adorait cet endroit. Il y avait quelque chose dans l'immobilité de l'eau, dans les sculptures usées par le temps, qui la calmait. Il y a quelque chose d'étrange chez cet homme, Margot. Et je ne parle pas de son visage. Qu'est-ce qu'il a, son visage? Rien. Tout. Ce n'est pas le sujet. Daphine s'assit sur le rebord du bassin. Tu as vu comment il a réagi quand Corentin a renversé sa bouteille d'eau pendant le cours? Sa main a bougé vers l'intérieur de sa veste, comme un réflexe. Comme si quoi? Comme s'il cherchait quelque chose. Une arme peut-être. Je sais que ça paraît insensé. Margot s'assit à côté d'elle. Les lunes argentées de ses boucles d'oreilles tintèrent doucement. Peut-être qu'il est ancien militaire. Beaucoup de profs visitants ont eu d'autres carrières avant. Peut-être. Ou peut-être qu'il est un espion international déguisé en professeur qui est secrètement là pour te protéger d'une menace invisible, tout en tombant amoureux de toi contre sa volonté. Daphine la regarda. Tu lis trop de romans, Margot. Et toi, pas assez. Elles restèrent assises là tandis que la pluie fine se transformait en bruine, puis en brouillard. La fontaine Médicis luisait dans le crépuscule. Paris s'allumait, fenêtre par fenêtre, comme une toile qu'on éclaire par fragments. Daphine ne le savait pas, mais un homme en veste sombre les observait depuis l'entrée du jardin, côté rue de Vaugirard. Il nota l'heure, le banc, la durée, et envoya un message bref à un numéro marseillais. Elle ne le savait pas non plus, mais un deuxième homme, celui-là envoyé par Gauthier, sur ordre de Philippe, observait le premier depuis l'autre côté de l'allée.
La guerre invisible avait commencé. Et Daphine Beaumont, assise au bord d'une fontaine, qui portait le nom des plus grands mécènes de la Renaissance, parlait de genoux qui tremblent. Ce soir-là, Philippe ne dormit pas. Debout devant la fenêtre de son appartement à Saint-Germain, les toits de zinc sous la pluie, un verre de Côte-du-Rhône à la main, il relisait le rapport de Gautier. Un homme des Corsini avait suivi Daphine jusqu'au jardin du Luxembourg. Un autre avait été repéré près du café de Flore. Un troisième, nouveau, pas encore identifié, rôdait autour de l'appartement des Beaumont au Marais. 3 hommes, pour une seule fille. Corsini ne jouait plus. Philippe posa le rapport, ferma les yeux, et vit derrière ses paupières le visage de Daphine dans le couloir, les taches de rousseur, le sourire involontaire, la fureur tendre avec laquelle elle avait parlé d'Artemisia. Elle peint le droit à la violence. Il rouvrit les yeux, regarda Paris sous la pluie. La règle numéro 3, ne tombe pas amoureux, ressemblait de moins en moins à une loi et de plus en plus à une prière qu'il savait déjà ne pas pouvoir exaucer. Il but son vin. La pluie continua de tomber. La 3e semaine, Philippe commit une erreur. C'était un jeudi. Il pleuvait, ce crachin parisien obstiné qui n'est ni assez fort pour justifier un parapluie, ni assez léger pour qu'on l'ignore. Daphine était en retard au cours. 8 minutes. Philippe le savait parce qu'il avait compté chaque minute avec la précision d'un homme désamorçant une bombe, tout en expliquant le sfumato de Léonard de Vinci à 22 étudiants qui ne remarquèrent rien. Quand elle entra enfin, essoufflée, les cheveux roux mouillés collés aux tempes, son carnet de croquis pressé contre la poitrine comme un bouclier, Philippe s'arrêta au milieu d'une phrase. Juste une seconde. Peut-être 2. Mais Margot vit. Margot voyait tout. « Pardon pour le retard, monsieur Laurent », dit Daphine en se glissant à sa place. Le sfumato, mademoiselle Beaumont, repose sur la patience. Il reprit le fil sans la regarder. Peut-être qu'un peu de retard vous apprendra cette vertu. Peut-être qu'un peu de retard m'apprendra que les transports parisiens sont une catastrophe et que ça n'a rien à voir avec la vertu. Rire dans la salle. Philippe serra la mâchoire pour ne pas sourire. Cette femme va me tuer, pensa-t-il. Pas les Corsini. Elle. L'erreur arriva après le cours. Daphine était restée dans l'atelier pour travailler sur son projet de semestre. Une série de portraits au fusain inspirés du Caravage, des visages émergeants de l'obscurité avec des expressions qui oscillaient entre la douleur et la grâce. Elle était seule. Il était presque 19 heures. Le campus se vidait. Philippe le savait parce que Gautier venait de l'appeler. L'homme des Corsini est de retour. Celui qu'on n'a pas identifié. Il est dans le bâtiment. Dans le bâtiment? Rez-de-chaussée. Entrée est. État protégé est encore au 3e. Philippe raccrocha et monta l'escalier 4 à 4. Il la trouva devant son chevalet, un bâton de fusain entre les doigts, le visage taché de noir, tellement absorbé par son travail qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. La lumière de l'atelier, une seule lampe à col de cygne, transformait ses cheveux roux en une auréole de cuivre sombre. Elle fredonnait quelque chose. Du Piaf peut-être. Faux, définitivement. Daphine. Elle sursauta. Le fusain traça une ligne noire en travers de la joue du portrait. « Mon Dieu, monsieur Laurent, vous m'avez… » Elle regarda le portrait ruiné, puis lui. « Vous venez de tuer mon Caravage. Il faut partir, maintenant. » Quelque chose dans sa voix. Pas de l'urgence. Quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Un ton que Daphine n'avait jamais entendu chez un professeur d'histoire de l'art. Un ton qui appartenait à un autre monde. Pourquoi ? Le bâtiment ferme. Le bâtiment ferme à 21 heures. Il est… Daphine. Il fit un pas vers elle, un seul. Et elle vit ses yeux, les yeux verts qu'elle avait ombrés 3 fois dans son carnet. Et ils n'étaient de plus ceux d'un professeur. Ils étaient ceux d'un homme qui regardait par-dessus son épaule vers la porte avec la vigilance d'un animal. S'il vous plaît. Le « s'il vous plaît » la convainquit, pas le mot. La façon dont il le dit, à mi-voix, presque tendre, comme si demander était un acte qui lui coûtait. Elle rangea ses affaires en silence. Il attendit près de la porte,
le corps légèrement tourné vers le couloir, la main droite le long de la cuisse, pas dans sa poche, pas croisée, le long de la cuisse, dans une position que Daphine, fille d'un homme qu'elle croyait promoteur immobilier, ne reconnut pas, mais qu'un soldat aurait reconnu immédiatement. Ils descendirent l'escalier ensemble. Philippe marchait un demi-pas devant elle, entre elle et le mur, et quand ils atteignirent le rez-de-chaussée, il posa brièvement sa main sur son bras, 2 doigts, à peine une pression, pour la faire s'arrêter. « Attendez. » Il regarda le hall. Vide. La porte était fermée. L'homme de Corsini avait disparu, ou s'était caché. « C'est bon, dit-il. Venez. » Dehors, la pluie avait cessé. Paris sentait le bitume mouillé et les marronniers. Les réverbères de la rue Bonaparte s'allumaient un à un, et Daphine Beaumont se tenait sur le trottoir à côté de son professeur d'histoire de l'art, avec la sensation très nette que quelque chose venait de changer. « Monsieur Laurent. » Philippe. Il le dit sans la regarder. Les yeux toujours sur la rue, sur les voitures, sur les ombres, entre les platanes. « Philippe, » répéta-t-elle, et le prénom avait un goût différent dans sa bouche. Plus lourd, plus vrai. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le quartier n'est pas sûr à 7 heures. Je vais vous accompagner. Je prends le métro tous les soirs depuis 2 ans. Pas ce soir. Elle aurait dû protester, dire non, exiger une explication. Mais il y avait quelque chose dans la ligne de ses épaules, cette tension permanente, ce fil tendu qui ne se relâchait jamais, qui lui disait que l'explication, si elle venait, ne lui plairait pas. Ils marchèrent en silence jusqu'au boulevard Saint-Germain, côte à côte. Pas tout à fait ensemble, pas tout à fait séparés. La distance exacte entre 2 personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles sont l'une pour l'autre. « Vous fredonnez du Piaf, » dit-il soudain. « Pardon ?» Dans l'atelier, vous fredonniez « La vie en rose ». Assez faux d'ailleurs. Je ne chantais pas faux. Mademoiselle Beaumont, le Caravage lui-même se serait retourné dans sa tombe. Oh, maintenant c'est mademoiselle à nouveau. Il s'arrêta, la regarda enfin. Et dans la lumière dorée du réverbère, cette lumière parisienne qui transforme tout en tableau, elle vit son visage sans masque pour la première fois. Pas le professeur, pas le sourire calculé. Juste un homme fatigué, aux yeux verts trop attentifs, qui la regardait comme on regarde une chose qu'on n'a pas le droit de vouloir. « Daphine, » dit-il très doucement, « rentrez chez vous, fermez la porte à clé. Et si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous approche... » « Quoi ? Appelez-moi. » Il lui tendit une carte, sobre, blanche, juste un numéro de téléphone. « Les professeurs ne donnent pas leur numéro aux étudiantes, » dit-elle. « Non, » dit-il. En effet. Leurs doigts se touchèrent quand elle prit la carte. Un contact de 3 secondes, peut-être 4. La peau de Philippe était chaude malgré le froid. Celle de Daphine sentait l'huile de lin et le fusain. Aucun des deux ne recula immédiatement. « Bonne nuit, Daphine. »« Bonne nuit, Philippe. » Elle tourna les talons et marcha vers la station de métro. Il la regarda partir, les cheveux roux dans le vent du soir, la silhouette qui s'amincissait dans la lumière déclinante, et ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'escalier du métro. Puis, il décrocha son téléphone. Gauthier, l'homme dans le bâtiment. Disparu. Mais mes gars ont trouvé ça dans le hall est. Gauthier lui envoya une photo. Philippe l'ouvrit. C'était un Polaroid, récent. Daphine dans l'atelier, prise à travers la vitre de la porte, penchée sur son chevalet, les cheveux sur le visage, le fusain à la main. Au dos, écrit au feutre noir. Joli tableau. Dommage qu'il restera inachevé. Philippe fixa la photo. Sentit la rage monter, froide, méthodique, absolue. Pas la rage brûlante qui pousse aux erreurs, la rage glacée qui pousse aux décisions. Double la surveillance. Je veux 2 hommes sur elle 24 heures sur 24. Et trouve-moi le traître, Gauthier. Trouve-le cette semaine. Philippe. Ils étaient à 1 mètre d'elle, dans son bâtiment, devant son atelier. Sa voix ne tremblait pas. C'était pire. Elle était devenue parfaitement immobile. La prochaine fois qu'un homme de Corsini s'approche à moins de 100 mètres de Daphine Beaumont
il ne s'approchera plus de rien. C'est clair? C'est clair. Il raccrocha, rangea le téléphone et resta debout sur le boulevard Saint-Germain, sous les marronniers, dans le silence mouillé de Paris, avec une carte en moins dans sa poche et une certitude en plus dans la poitrine. La règle numéro 3 était morte. Elle était morte dans un couloir qui sentait la térébenthine, quelque part entre un rire surpris et un prénom prononcé à voix basse, et Philippe Dumont, héritier, stratège, homme qui ne tremblait devant rien, n'avait rien pu faire pour la sauver. Dans le métro, ligne 4, direction porte de Clignancourt, Daphine Beaumont tenait une carte blanche entre ses doigts et regardait le numéro de téléphone avec le sourire le plus stupide qu'elle ait jamais senti sur son propre visage. Son téléphone vibra. Margot. « Alors, il t'a raccompagné ? » ?»« Non. Oui, c'est compliqué. »« Tu souris, n'est-ce pas ? » ?»« Je te déteste. »« Tu souris. » Daphine rangea le téléphone. Regarda son reflet dans la vitre noire du métro. Les joues rouges, les cheveux en désordre, la carte blanche serrée contre sa paume. Elle souriait. Le traître s'appelait Thierry Bonnard. Comptable des Beaumont depuis 11 ans. Invité à chaque Noël. Parrain du chat de Colette. L'homme qui apportait des macarons Pierre Hermé à chaque réunion de famille et qui souriait avec la douceur inoffensive d'un oncle de province. Gauthier le découvrit un mardi, à 3 heures du matin, en recoupant les relevés téléphoniques avec les dates exactes où les Corsini avaient obtenu leurs informations. Chaque fuite correspondait à un appel passé depuis le bureau de Thierry vers un numéro prépayé marseillais. 11 ans de macarons. 11 ans de trahison. Philippe reçut la confirmation assis dans son bureau à l'école des Beaux-Arts, entre 2 piles de copies qu'il ne corrigerait jamais, et appela Armand. « Thierry », dit-il simplement. Le silence d'Armand dura 8 secondes. Philippe les compta. « Tu es certain ?» Les relevés ne mentent pas. Il transmet depuis au moins 18 mois. Tout passe par lui. Ta position, celle de Daphine, mon infiltration à la faculté. Tout. Nouveau silence. Plus court, plus dur. Quand Armand parla, sa voix avait perdu toute chaleur humaine. « Occupe-toi des Corsini. Thierry, c'est mon affaire. » Mais les Corsini bougèrent avant eux. C'était un vendredi. Le vernissage du projet de fin de semestre à l'école des Beaux-Arts. Les murs de la galerie du campus étaient recouverts des travaux des étudiants, huile, fusain, aquarelle, installation, et Daphine se tenait devant sa série de portraits caravagesques avec un verre de mauvais champagne tiède et le cœur battant. Ces portraits étaient magnifiques. 6 visages émergeant du noir, chacun capturé dans un instant de vérité crue, la douleur, la joie, le doute, la tendresse, la colère, et le dernier, celui qu'elle n'avait montré à personne, pas même à Margot. Un portrait d'homme aux yeux verts, le visage à moitié dans l'ombre, avec une expression qui hésitait entre la vigilance et quelque chose de terriblement doux. Elle l'avait intitulé « Le gardien ». Philippe le vit en entrant dans la galerie. Il s'arrêta. Complètement. Au milieu de la salle, un verre à la main, entouré d'étudiants et de professeurs, il fixa le portrait et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, silencieusement, définitivement, comme une vitre qui cède sous une pression trop longtemps contenue. « Elle me voit », pensa-t-il. « Elle ne sait pas qui je suis, mais elle me voit. »« C'est vous, n'est-ce pas ?» dit Margot, apparue à côté de lui avec la discrétion d'un fantôme aux boucles d'oreilles tintantes. « Le portrait, c'est vous. »« C'est du clair-obscur, ça pourrait être n'importe qui. »« Monsieur Laurent ?» Margot le regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, il vit chez cette petite brune aux lunes argentées quelque chose qui ressemblait à de l'acier. « Je ne sais pas ce que vous cachez, mais je sais que vous cachez quelque chose. Et si vous lui faites du mal, je vous jure que la fureur d'Artemisia Gentileschi ressemblera à une berceuse à côté de ce que je vous ferai. » Philippe soutint son regard. « Je ne lui ferai pas de mal. On verra. » Margot disparut dans la foule. Et Philippe, pour la première fois depuis des semaines, pensa que Daphine Beaumont avait au moins une personne dans sa vie qui la protégeait sans mensonge. C'est alors que les lumières s'éteignirent. 3 secondes d'obscurité, des cris, du verre brisé.
La foule du vernissage bascula dans le chaos avec la rapidité d'un troupeau sentant le prédateur. Philippe ne perdit pas une seconde. Son corps bougea avant sa pensée. 20 ans d'instinct, de survie apprise dans les ruelles de Marseille et les caves d'Aix-en-Provence. Il traversa la salle dans le noir, guidé par la mémoire exacte de l'endroit où Daphine se tenait 30 secondes plus tôt. Il la trouva contre le mur, près de ses portraits, le verre de champagne brisé à ses pieds. Philippe? Sa voix tremblait. Juste un peu. Assez pour qu'il sente quelque chose dans sa poitrine se contracter violemment. Je suis là. Ne bouge pas. Il la prit par le bras et la guida vers la sortie de secours. Dans le couloir, les lumières de secours projetaient une lueur rouge sang sur les murs. C'est là qu'il vit Sébastien Morel. L'homme se tenait au bout du couloir, bloquant la sortie. Grand, visage anguleux, yeux gris, et dans sa main droite, quelque chose qui reflétait la lumière rouge. « Bonsoir, monsieur Laurent », dit Sébastien avec un sourire. Ou devrais-je dire « Monsieur Dumont ?» Daphine sentit le bras de Philippe se raidir comme du fer. « Dumont ?» murmura-t-elle. « Philippe, qu'est-ce qu'il… » Reste derrière moi. Sa voix, celle qu'elle n'avait jamais entendue. Pas le professeur, pas l'homme qui riait dans les couloirs. Quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux. « Corsini t'envoie ses salutations, » dit Sébastien. « Et un message, la fille ou l'Empire, choisis. » Philippe fit un pas en avant, un seul, calme, mesuré. « Dis à Corsini que je ne choisis pas. Je prends les deux. » Ce qui se passa ensuite dura moins de 10 secondes. Gauthier et ses 2 hommes surgirent de l'escalier derrière Sébastien. Il y eut un bruit sourd, un cri étouffé, puis le silence. Quand les lumières principales revinrent, Sébastien Morel était au sol, immobilisé, et Philippe se tenait devant Daphine comme un mur vivant. Elle tremblait. Pas de peur, de compréhension. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté brutale. Les réflexes trop rapides, les regards par-dessus l'épaule, la main le long de la cuisse, le numéro sur la carte blanche. « Tu n'es pas professeur, » dit-elle. Philippe se retourna, la regarda, et dans ses yeux verts, pour la première fois, il n'y avait aucun masque. « Non ? Qui es-tu ? » ?»« Philippe Dumont. Ton père m'a envoyé pour te protéger. » « Me protéger de quoi ? » ?»« De tout ça. » Il désigna le couloir, l'homme au sol, le monde qu'elle n'avait jamais vu. « De ce que ta famille est vraiment. » « De ce que ma famille est vraiment. » Elle recula d'un pas, un seul. « Mon père. Ton père t'aime, Daphine. Tout ce qu'il a fait, c'est pour que tu ne vois jamais ce couloir, pour que tu ne sois jamais dans cette lumière. » Des larmes, silencieuses. Elles coulèrent sur les taches de rousseur sans qu'elle les essuie. Philippe sentit chacune comme une brûlure sur sa propre peau. « Et toi ?» murmura-t-elle. Les cours sur le Caravage, les conversations dans le couloir, le rire, le prénom. C'était quoi? Du travail. C'était censé l'être. Censé? Il fit un pas vers elle, un seul. La distance entre eux était celle d'un souffle. Tout était vrai, Daphine. Les Médicis, Artémisia. Chaque mot que je t'ai dit dans cette salle de cours était vrai. Le mensonge, c'était le nom sur le badge. Pas le reste. Jamais le reste. Elle le regarda. Longtemps. Avec ses yeux noisettes qui voyèrent les couches sous les couches, qui avaient peint son visage dans le clair-obscur, elle avait intitulé le gardien avant même de savoir pourquoi. « Je devrais te gifler, » dit-elle. « Tu devrais. Et après, je devrais ne plus jamais t'adresser la parole. Tu devrais aussi. Et après, je devrais rentrer chez moi, brûler ce portrait, et oublier que tu existes. Oui. Mais je ne vais faire aucune de ces choses, n'est-ce pas? J'espère que non. » Elle ne le gifla pas. Elle prit son visage entre ses mains de peintre tachées de fusain et de cadmium, et l'embrassa dans un couloir éclairé en rouge, au-dessus d'un homme inconscient, au milieu d'une guerre qu'elle venait à peine de découvrir. Et Philippe Dumont, pour la première fois en 30 ans, ferma les yeux sans vérifier la sortie. 3 mois plus tard,
Aix-en-Provence. La lumière de Provence est différente de celle de Paris. Plus franche, plus chaude. Le genre de lumière qui ne cache rien. Dafine peignait sur la terrasse de la propriété des Dumont, une bastide en pierre dorée entourée de lavandes et d'oliviers centenaires, quand Philippe posa une tasse de café à côté de son chevalet. « Tu as déplacé l'horizon de 3 centimètres, dit-il. C'est de l'interprétation. C'est de la géométrie. Tu n'as aucun droit de parler de mon art. Tu es financier. Je suis ton fiancé. Ça, dit Dafine en pointant son pinceau vers lui, c'est un terme que je n'ai pas encore accepté. Tu portes la bague. Dafine baissa les yeux vers sa main gauche. Le saphir, bleu comme la Méditerranée, ancien, ayant appartenu à la grand-mère de Philippe, brillait sous la lumière de Provence comme une petite étoile têtue. Je porte la bague parce qu'elle est belle, pas parce que j'ai dit oui. Tu as dit oui 3 fois, dont une devant ta mère, qui a pleuré dans sa bouillabaisse. Colette pleure toujours dans sa bouillabaisse. Ce n'est pas un argument. Philippe sourit, le vrai sourire, celui du couloir, du rire surpris, de l'homme sans masque. Et Dafine, malgré elle, malgré les 3 mois de cris, d'explications, de nuits blanches passées à digérer la vérité sur sa famille, malgré tout, elle sourit aussi. Margot avait raison, elle était foutue. Et c'était, elle devait bien l'admettre, la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée.